Nouvelle mission pour Boni Yayi, l'ancien président de la République du Bénin est désigné médiateur pour Guinée par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Il tentera de trouver avec les militaires au pouvoir une porte de sortie de crise. Le commentaire de la rédaction est à suivre. Quel doit être le comportement d'un parent face à l'échec à un examen de sa progéniture et comment doit-il accompagner son enfant à passer cette phase douloureuse? La question a fait l'objet d'un mini-dossier que nous allons vous proposer au cours de cette édition. Et en interactualité, une fusillade a fait 3 morts et 3 blessés dimanche au centre commercial au Danemark. La police a arrêté un suspect âgé de 22 ans. La tuerie s'est produite vers 15h30 GMT, provoquant un mouvement de panique. Nouvelle semaine, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce journal. Bienvenue à vous. Thomas Boni Yayi est le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée-Conakry. L'ancien président du Bénin est désigné ce dimanche 3 juillet 2022 à Accra à l'occasion du 61e sommet de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. C'est donc lui qui abritera la médiation entre les militaires au pouvoir à Conakry et l'organisation sous-régionale pour le retour à l'ordre constitutionnel. Suivant l'analyse de la rédaction de Speedline TV. C'est l'une des principales conclusions du sommet des chefs d'État tenu ce dimanche 3 juillet 2022 à Accra. Après la levée des sanctions économiques contre le Mali, qui a aussi connu un coup d'État, la CEDEAO veut s'inscrire dans le dialogue avec Conakry. Et c'est Boni Yayi qui est désigné pour conduire ce dialogue. L'ancien président béninois aura la lourde responsabilité de concilier les positions entre l'organisation sous-régionale et la junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya sur la durée de la transition et le retour des civils au pouvoir. C'est la deuxième fois, en l'espace d'un mois, que Boni Yayi refait l'actualité. Avant de se découvrir médiateur de la CEDEAO pour la Guinée-Conakry, il s'est entretenu avec Patrice Talon, son successeur à la présidence du Bénin. Les deux ont eu un tête-à-tête le 13 juin dernier à Cotonou. On a fait le tour d'horizon des sujets qui sont sur la table en ce moment et qui ont trait à la consolidation de la paix, avait déclaré Boni Yayi. Mais ce rapprochement avec son successeur a certainement pesé dans la balance pour sa désignation comme médiateur de la CEDEAO en Guinée. Depuis le coup d'État qui a renversé Alpha Condé le 5 septembre 2021, la CEDEAO joue la carte de la prudence en se gardant de prendre des sanctions économiques contre la Guinée-Conakry. Toutefois, le pays reste suspendu des instances de l'organisation jusqu'au retour des civils au pouvoir. 11 mai dernier, le CNT, Conseil national de transition, a fixé la durée de la transition à 3 ans. Pas question, estime la CEDEAO, qui avait insisté pour que la transition soit de très courte durée. Depuis plusieurs jours, des fidèles musulmans sont en pèlerinage en Arabie Saoudite pour prier afin de mieux préparer la fête de la Tabaski. Malgré ce voyage au sein de la communauté, les mosquées continuent de s'animer. Quelles sont alors les conduites à tenir par le reste des fidèles qui n'ont pas eu la chance d'être actuellement hors de nos frontières? La réponse à cette question avec El Hadj Aziz Gambo, islamologue et imam chargé des prières quotidiennes à la mosquée centrale de l'Habitat à Cotonou. Il est au micro de Romaric Dossa et Pierre Akapo. D'abord, je tiens à vous dire que nous sommes au 12e mois de l'année lunaire. Et dans les 12 mois, nous avons 4 mois sacrés. Un des mois sacrés, c'est dans le mois là que nous y sommes actuellement, que nous appelons Zulhijjah. Zulhijjah, en question, c'est le mois dans lequel les gens accomplissent le 5e pilier de l'islam que nous appelons le Hajj. C'est pour cela que vous avez vu parmi nos citoyens qui sont partis à la Mecque pour l'accomplissement de ce pilier-là. Ceux qui ne sont pas partis à la Mecque, qui sont au pays. Vous voyez, le mois Zulhijjah dont nous sommes en train de parler, c'est un mois sacré. Le mois dans lequel le serviteur d'Allah doit consacrer pour l'adoration d'Allah.
Si je parle d'adoration d'Allah, il y a des multitudes d'adorations que l'on peut faire pour avoir les mêmes récompenses que ceux qui sont à la Mecque. Parmi ces œuvres-là, la personne doit faire ses prières quotidiennement régulières, comme cela a été prescrit par Allah. Non seulement ça, la personne doit lire beaucoup le Coran, doit faire beaucoup de lectures du Coran en un mot. Il doit faire des actes charitables, l'aumône, et faire du bien entre les parents, rendre visite aux parents, essayer de bien souder le lien entre ses parents et lui. Et non seulement ça aussi, il doit aussi jeûner pendant les 9 premiers jours de ce mois-là. Bon, les 9 premiers jours de ce mois sont facultatifs, hein, mais ce qui est plus important, c'est le 9e du jour, le 9e jour du mois, le jour qu'on appelait Arafat. Ce 9e jour du mois Zulhijjah en question, ça tombe sur la date, si j'ai bon mémoire, ça tombe sur la date 10 de ce mois de juillet-là. Donc, ceux qui sont hors de la Mecque, non seulement qu'ils vont jeûner, il y a une invocation qui est conseillée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui il nous a conseillé de dire. L'invocation en question, c'est La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wallahu alhamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Qui signifie qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans associé. C'est à lui le louange et à lui la royauté, et il est plus fort sur toutes choses. Donc, voilà l'invocation que les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disaient en ce jour-là. Et c'est ça même que ceux qui sont à la Mecque aussi disent. Donc c'est pour cela qu'il nous a conseillé aussi de dire cela pour pouvoir partager les mêmes récompenses que ceux-là avant le coucher du soleil. Donc si vous commencez le matin, vous allez continuer par le dire jusqu'au coucher du soleil. Est-ce que vous voyez? Donc voilà. Et aussi, il faut aussi faire des actes charitables, comme je l'avais dit, le jour là, le 9e jour, parce que c'est le jour où ceux qui sont partis à la Mecque, Allah valide leur pèlerinage, où ils deviennent Al-Hajj ou Al-Hajja. Et nous parlons d'éducation dans cette édition. L'échec à un examen, c'est l'une des pires expériences d'un candidat. Annoncer la nouvelle à ses proches et en particulier aux parents est souvent un moment de stress, de peur et de panique pour ces derniers. Cette mauvaise nouvelle n'est pas forcément appréciée et prise du bon côté par tous les parents. Quelles sont alors les réactions et les attitudes que doivent avoir les parents face à l'échec de leur enfant à un examen? Reportage. L'échec à un examen est un facteur favorisant la dépression et la tristesse chez les candidats. Mais le plus dur est la réaction des parents face à la nouvelle.
C'est une nouvelle qui certes affecte la majorité des parents, mais également une occasion de créer plus d'affinité et d'intimité avec l'enfant pour un meilleur résultat l'année qui va suivre. Échouer à un examen n'est pas encore la fin du monde. Le plus important est de connaître l'erreur qui a causé cet échec et de ne plus la répéter. Les parents sont donc invités à une prise de conscience pour un meilleur suivi des enfants dans ces cas. Et on parle maladie dans cette édition, mais des maladies mentales qui sont considérées comme des affections moins réelles ou légitimes qu'une maladie physique. Elles peuvent survenir à tout moment de la vie d'un être humain. Plusieurs signes annoncent le mal. Des modes de prévention existent également. Précision dans ce reportage de Romaric Dossa et Pierre Akako. Suivez. Maladie mentale. C'est un état de santé qui se traduit par des changements qui affectent la pensée, l'humeur ou le comportement d'une personne. Elle se manifeste de diverses manières. La dépression en est une. La dépression qui fait que vous vous levez le matin, ce que vous avez l'habitude de faire, vos occupations ordinaires, vous perdez l'envie de continuer à faire ce que vous faites. Vous n'avez plus envie de vous lever le matin pour aller à votre boulot ordinaire. Et ce que vous faites ordinairement, vous perdez le goût à la vie de façon générale. Et vous êtes dans une inaction qui ne dit pas son nom et qui devient inquiétant pour les personnes qui vous entourent, pour vos proches. Il peut arriver que vous ayez des manifestations somatiques, c'est-à-dire il peut y avoir des troubles somatiques, par exemple des éruptions sur le corps ou des picotements ou bien des sensations que quelque chose circule sous la peau. Nous avons aussi des états de stress post-traumatique, c'est-à-dire que vous avez subi un traumatisme psychologique qui ressurgit à des moments donnés et vous empêche de vous sentir bien et vous empêche de progresser dans la vie. Ces troubles peuvent avoir des conséquences sur le bien-être de l'individu, ses relations avec sa famille, ses amis et proches prennent par conséquent un coup. La relation avec ses activités quotidiennes, le travail, et vous allez voir aussi que ça va agir aussi sur l'économie du pays, le développement d'un pays. On peut aussi voir les conséquences dans le sens de la personne peut se suicider par exemple. À certains troubles où la personne a envie de se suicider et même passe à l'acte. Et c'est la raison pour laquelle il urge que chaque individu puisse adopter des comportements préventifs. Ceci pour éviter le mal, quel que soit son aspect. On peut avoir comme comportement d'abord une certaine autosurveillance. C'est-à-dire la personne essaie de s'observer par rapport à comment il se sent hier, comment il se sent aujourd'hui, comment il s'est comporté hier pour se sentir d'une manière donnée. Donc, chercher un sens à sa vie. Donc, chercher ce qui nous motive chaque fois à nous lever et à aller quelque part et nous focaliser dessus. Il faut trouver des moments de divertissement. Il faut se décontracter un peu. Ne pas être trop sérieux tout le temps. Donc, quand vous avez un petit bobo,
c'est mieux d'en parler autour de vous pour retrouver de l'aide. Parfois, on ne sait pas que l'aide est à côté. Mais quand on en parle, les gens vont dire, ah tiens, tu as telle chose. Voilà, tu peux recourir à telle personne, il peut t'aider. Parce que moi aussi, je suis passé par là, j'ai retrouvé de l'aide à travers cette personne-là. L'essentiel, c'est de ne pas se dire que c'est fini. Rien n'est jamais fini. Je pense que la vie nous le démontre chaque fois que tout est possible. Le psychologue clinicien le rassure ainsi qu'il y a toujours une solution pour s'éloigner des maladies mentales. La maîtrise de soi doit être de mise. Plusieurs enfants dans le monde sont parfois victimes de sévices physiques, mentaux et émotionnels. Il est triste de constater que dans certaines situations, les enfants sont affectés et que les violations qui en résultent peuvent être l'utilisation d'enfants en temps de guerre, de tueries, de maltraitance, de violences sexuelles, d'enlèvement, d'attaques contre les écoles. Plusieurs Béninois dénoncent ces pratiques et appellent à une prise de conscience. Reportage. Des enfants innocents sont victimes chaque jour de maltraitance et d'agressions dans le monde. Un acte terrorisant qui affecte ces enfants et les empêche de s'épanouir. L'agression des enfants, sur le plan général, n'est pas une bonne chose. Parce que les enfants ont droit d'abord à l'éducation. Et c'est des êtres qui ne sont pas encore adultes, qui n'ont pas encore appris. Et c'est nous les adultes au fait qui devons éduquer les enfants. Donc nous ne devons pas traiter les enfants comme des adultes, des enfants. Lorsqu'ils font quelque chose, déjà on commence à les taper. Ce n'est pas bon. On ne doit pas mettre les enfants sur des sujets qui ne les concernent pas. Je crois que maltraiter les enfants, c'est mauvais, c'est méchant. Ceux qui le font, ce sont des gens méchants qui le font. Les enfants n'ont pas une place dans notre ville, dans notre secteur, dans tous les secteurs d'activité, même à l'école, même dans les ateliers de formation de travail. Les enfants subissent tous les jours des agressions. Et ces agressions vont jusqu'à avoir des conséquences psychologiques sur les enfants. Il y a des enfants qui sont maltraités partout dans le Bénin, même dans leur propre maison, même dans leur maison parentale, ils sont maltraités. Les enfants, c'est notre trésor. Vous voyez, on doit bien prendre soin d'eux. C'est pas bien, on va maltraiter les enfants. L'agression sur les enfants, ça joue d'abord sur la mentale des enfants, sur la vie des enfants. Adopté en 2015, le Programme des Nations Unies pour le développement durable à l'horizon a mis l'accent de manière explicite sur l'élimination de la maltraitance, de l'exploitation et de la traite des enfants, ainsi que de toutes les formes de violence et de torture dont ils sont victimes. Une mesure que partagent également des citoyens béninois. L'enfant qui est avec toi et que tu maltraites, même si l'enfant n'a pas l'intention de te faire du mal, les gens qui sont à côté vont l'apprendre à te faire quelque chose, à t'ennuyer d'une manière à une autre, pour que elle se soulage un peu de ce que, bon. Et encore, ça donne que si c'est une fille, par exemple, s'il y a des petits garçons dans les coins, on peut commencer par leur donner un peu de sous pour pouvoir les détruire leur vie. À cause de ce que toi tu fais dans la maison. Vous voyez un peu. Donc il n'est pas bien de maltraiter des petits enfants. Je prie vraiment que Dieu donne le cœur à nous les hommes. C'est une grâce d'être père et c'est une grâce d'être mère. Ce n'est pas seulement celle qui est à l'hôpital, qui est passée, fait vous, qui a accouché, qui est mère. Mais nous tous, en tant que personnes âgées, nous sommes papa, nous sommes maman. Les enfants qui sont autour de nous, nous devons les éduquer comme cela se doit. Nous ne devons pas les éduquer avec la violence, non. Mais nous devons être pères. Et il va falloir que l'État des pays, de tous les pays ou de chaque pays, mette en place des mesures. Ils peuvent déposer des articles concernant l'esclavage des mineurs pour la guerre. Avec ça là, il faut beaucoup de surveillance. Il nous faut beaucoup de surveillance à nous les grands qui ont de cœur, aux grands qui ont de cœur, d'amour, pour pouvoir avoir un peu de cas
des surveillances, beaucoup des gens, l'État peut envoyer des gens commencer par se promener de maison en maison pour vérifier un peu ce qui se passe dans les maisons, de maison en maison. Ces dernières années, le nombre de violations perpétrées contre des enfants a augmenté dans de nombreuses zones de conflit. D'où l'importance d'une grande mobilisation pour protéger les 250 millions d'enfants vivant dans des pays ou des zones touchées par les conflits, les empêcher d'être la cible d'extrémistes violents et de maltraitance. Toujours dans les actualités au plan africain, les dirigeants d'Afrique de l'Ouest se sont réunis dimanche à Accra pour examiner les sanctions imposées au Mali, à la Guinée et au Burkina Faso. C'était à l'occasion du 61e sommet, autant pour moi ordinaire, des chefs d'État de la CEDEAO. Les décisions annoncées sur les 3 pays ont été prises à huis clos dans une salle de conférence ultra gradée. Le sommet sera dominé par l'examen des efforts déployés depuis un mois pour pousser les juntes à fixer un calendrier de retour rapide dans les casernes. La CEDEAO lève les sanctions contre le Mali et accepte la transition au Burkina Faso. Ces décisions ont été prises à l'issue du sommet de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest à Accra, au Ghana. Les dirigeants du bloc ouest-africain ont donc levé dimanche les sanctions contre le régime militaire malien, consentant à un retour à un régime civil en mars 2024. La CEDEAO maintient toutefois la suspension du Mali de l'organisation pour le moment. Ils ont également décidé que les sanctions prises en termes de rappel des ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO, cette sanction est également levée. Donc les ambassadeurs pourront rentrer à Bamako, au Mali. Le Mali a connu des coups d'État en août 2020 et en mai 2021, suivi de la Guinée en septembre 2021 et du Burkina Faso en janvier dernier. La CEDEAO avait imposé des sanctions pour empêcher une contagion dans la région. Enfin, les autorités du Burkina Faso ont fait une nouvelle proposition qui est maintenant de faire durer la transition au Burkina pendant 24 mois à partir du 1er juillet. Voilà donc les progrès qui ont été réalisés. Et comme je l'ai dit, avec la liberté du président Kaboré, les chefs d'État ont pris la décision suivante. La première, c'est de lever les sanctions économiques et financières qui étaient imposées. L'objectif de ce sommet de la CEDEAO était d'évaluer les efforts déployés pour obtenir des garanties en vue du rétablissement d'un régime civil au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. L'organisation ouest-africaine continuera à surveiller la situation. D'Ivoire ont poussé les dirigeants de la CAF à décaler la CAN 2023 de juillet 2023 à février 2024 lors d'une conférence de presse à Rabat à l'issue d'une réunion du comité exécutif de la CAF. Le président de la Confédération africaine de football a déclaré ne pas vouloir prendre le risque d'avoir une compétition sous le déluge. La Coupe d'Afrique des Nations de football qui devait se tenir dans un an en Côte d'Ivoire aura finalement lieu au mois de janvier et février 2024, a annoncé dimanche le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. C'est la deuxième fois que la CAN est repoussée en début d'année depuis la décision de la CAF de s'aligner sur les calendriers européens. Cette fois, la décision a été motivée par des raisons climatiques. La Côte d'Ivoire a un climat tropical et le mois de juin, cœur de la saison des pluies, est traditionnellement le plus pluvieux de l'année. Le mois dernier, de graves inondations provoquées par des pluies diluviennes ont fait au moins 5 morts à Abidjan. Beaucoup de voix s'étaient étonnées de programmer une compétition de football dans le pays à cette époque.
Et je l'annonçais en titre, un vent de panique a soufflé sur Copenhague ce dimanche après qu'un homme armé a ouvert le feu dans l'un des plus grands centres commerciaux de Danemark. 3 personnes sont mortes, 3 autres ont été blessées. Certaines sont dans un état critique. Les 3 morts sont un adolescent et une adolescente danois de 17 ans, tous les deux, ainsi qu'un russe de 47 ans vivant au Danemark. Un suspect a été arrêté. Il s'agit d'un Danois de 22 ans. La panique à Copenhague après qu'un homme armé a ouvert le feu dans l'un des plus grands centres commerciaux du Danemark ce dimanche. 3 personnes sont mortes, 3 autres ont été blessées, certaines sont dans un état critique. Lorsque les premiers coups de feu ont été entendus, plus d'une centaine de personnes se sont ruées à l'extérieur de la galerie commerciale. D'autres ont été contraintes de se cacher à l'intérieur. Soudain, nous avons entendu des coups de feu. Je crois que j'en ai compté 10. Ensuite, nous avons couru à travers le centre commercial et nous nous sommes réfugiés dans les toilettes. Nous étions 11 personnes, serrées les unes contre les autres dans ces minuscules toilettes. C'est une expérience terrible. De nombreuses personnes se trouvaient aussi à proximité, attendant le début d'un concert de la star britannique Harry Styles, spectacle qui a finalement été annulé. C'est de la terreur pure, c'est affreux. On se demande comment une personne peut faire ça à un autre être humain. Un suspect a été arrêté. Il s'agirait d'un Danois âgé de 22 ans et aux antécédents psychiatriques, selon la police qui affirme qu'à ce stade, rien n'indique un acte terroriste. Le dernier attentat à Copenhague remonte au 14 et 15 février 2015, lorsqu'une série de fusillades à motivation islamiste avait fait 2 morts et 5 blessés. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi et n'oubliez pas, retrouvez-nous sur tous nos canaux digitaux Facebook et YouTube. Bonne soirée à vous.